Bonsoir à tous. Je vous propose de commencer pour qu'on ne prenne pas de retard et surtout qu'on ait le temps de prendre vos questions, puisque exceptionnellement aujourd'hui, on essaiera de finir 5 minutes plus tôt, puisque les intervenants ont des obligations à l'extérieur. Juste avant de laisser la parole donc, à Henri et Zoé, ici présents, qui seront vos animateurs pour cette session, le professeur Tarascon, qui ne va pas tarder à nous rejoindre, m'a demandé de dire quelques mots au nom du Collège de France. Tout simplement, bon, le temps a changé un petit peu mon discours, mais merci à vous d'être venus malgré les intempéries. Et deuxièmement aussi, merci aux intervenants d'avoir accepté de venir aujourd'hui pour débattre de cette première thématique qui sera donc communiquer la science, donc les liens entre communication, science et surtout résultats scientifiques. En fait, ça va s'inscrire dans une série de tables rondes qui auront lieu tous les mois de mai et au début du mois de juin. Donc 5 tables rondes sur des sujets très différents que vous pourrez retrouver sur le site internet du Collège de France et qui se conclura donc le 3 juin sur la question des migrations climatiques, puisque évidemment le thème général étant le futur en héritage, c'est la question de comment faire société face à un dérèglement climatique de plus en plus marqué. Et simplement aussi pour terminer, je souhaitais remercier tous les étudiants, et en particulier Henri et Zoé, qui sont particulièrement investis dans l'organisation de cet événement, puisque justement depuis quelques années, en particulier à travers Avenir commun durable, le Collège de France a vocation à renforcer le dialogue intergénérationnel. C'est vrai face à toutes les crises, c'est encore plus vrai pour la crise climatique où, depuis au moins les accords de Paris, et même avant, la question de la responsabilité des générations passées par rapport aux générations actuelles et à venir a toujours été posée au centre du débat. Et c'est pour ça que ça nous semble important que le Collège de France soit ce lieu où, en accompagnant évidemment des étudiants du supérieur, on leur propose la possibilité de proposer leur sensibilité sur des sujets et sur cette thématique-là, sachant qu'ils vont vers des directions que nous n'aurons pas forcément empruntées nous-mêmes spontanément. Donc merci à eux pour leur investissement. Et sans plus tarder, je leur laisse la parole. Merci. Je vais peut-être vous laisser vous installer, sans souci pendant ce temps-là. Et merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus ce soir, malgré le temps absolument déplorable. Nous sommes très heureux d'accueillir donc ici Agnès Despaux et Franck Ramu pour cette première table ronde de ce nouveau cycle que nous ouvrons cette année. Nous sommes très heureux de revenir et d'avoir une parole qui nous est accordée pour discuter de sujets qui nous plaisent et qui nous concernent, nous, jeunes en tout cas, pour l'avenir. Et sans plus tarder, je vais donc commencer une petite présentation, puisque nous présentons dans chacune de ces tables rondes, pendant une dizaine de minutes, les sujets, ce qui va être discuté en tout cas. Puis ensuite, nous ouvrirons les discussions avec les intervenants. Il y a un réflexe assez intuitif quand on pense à communiquer la science, quand on parle de défiance envers la science, et surtout sur les questions climatiques. Le premier réflexe, c'est presque toujours le même. On se dit qu'une personne qui va avoir une information scientifique ne va pas comprendre et va avoir donc... elle ne comprenne pas la science et c'est pour ça donc, qu'elle remet tout en question. Cette idée a même un nom dans la littérature, le fait que donc, la personne ne s'inquiète pas assez par rapport au futur climatique, c'est la Science Comprehension Thesis. Je vais appeler ça donc la SCT en fonction des articles que nous allons présenter juste après. Et l'implication paraît évidente. Il suffirait donc de mieux expliquer, de mieux vulgariser, de mieux former, et tout finirait par s'améliorer et par s'aligner. C'est l'hypothèse historique, en tout cas, qui a caractérisé pendant des dizaines d'années la situation actuelle. Le problème, c'est que les recherches récentes, et notamment celles que je vais vous présenter juste après de Dan Kahan, ont mis ces hypothèses à mal. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, le niveau de littératie n'influe pas, et justement il influe à l'inverse sur la position par rapport au changement climatique. Donc en 2012, Dan Kahan et son équipe publient une étude relevée avec 1540 adultes américains représentatifs, donc, et ils trouvent deux résultats qui vont à l'encontre de ce qu'on pensait. Le premier résultat, la perception du risque climatique, elle diminue légèrement quand la culture scientifique augmente.
ce qui est assez troublant, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, vous pouvez voir en fonction de la quantité de sciences littéraires, donc la littératie et donc la numératie. Donc je rappelle rapidement, la littératie sont les aptitudes à comprendre et à utiliser l'information de tous les jours afin d'atteindre des buts personnels et d'étendre donc ses connaissances. Et la numératie est donc la capacité à utiliser, à appliquer, à critiquer des chiffres qu'on utilise au quotidien afin d'interagir tous les jours dans la société. Le deuxième résultat est plutôt le plus intéressant ici, la polarisation donc, entre les groupes culturels, que Kahn appelle ici les hiérarchistes individualistes, comme vous pouvez le voir, ou les égalitaristes communautaires, augmente avec la littératie scientifique, elle ne diminue pas. Vous le voyez sur le graphique à droite, donc ici. Les deux courbes s'éloignent quand on va vers des niveaux d'instruction les plus élevés. La conclusion de Kahn est donc c'est qu'on n'a pas affaire à un déficit de compréhension, c'est un conflit d'identité culturelle. Donc je vais rapidement revenir sur la SCT et la CCT qui proposent dans cet article. Il s'agit donc, comme vous pouvez le voir, avec une prédiction, comme notre hypothèse classique, c'est que le public sous-estime le risque par manque de connaissances. Donc quand la littératie augmente, la polarisation devrait logiquement diminuer. Eh bien, c'est tout l'inverse dans cette notion qui a été introduite par Kahn, c'est la Cultural Connection Thesis. C'est que le public, donc, quand on a quelqu'un qui va avoir une littératie qui va augmenter, ça va justement le conforter dans ses positions, et donc sa polarisation va augmenter, parce qu'il va chercher ses arguments pour pouvoir se justifier lui-même, et argumente donc son propre camp. Donc c'est ce dont Kahn parle dans l'article, d'une traduction à peu près approximative, c'est d'une tragédie des biens communs de la perception du risque. Ensuite, je vais me pencher rapidement sur le cas français, qui a été ici relevé par Nomur et Paillard. Alors c'est un article qui date un petit peu depuis 2006, puisque maintenant les choses ont bien changé, mais ça reste quelque chose de très intéressant. C'est que les données du CEVIPOF qu'ils mobilisent sont parlantes. La part des Français donc, qui pensent que la science apporte plus de bien que de mal passe de 56% à 45% entre 1973 et 2000. Et c'est la spécificité française, excusez-moi, c'est une succession de crises, notamment, qui ont été marquées, comme vous pouvez le voir ici, comme on a affiché, la crise de la vache folle, qui a énormément marqué les années 90 jusqu'à assez tard, et ce qui suscite d'autant plus de méfiance, non pas par la science elle-même, mais parce qu'elle a une relation avec le monde économique, donc tout ce qui est OGM, vous voyez très bien où nous voulons en venir, et au monde politique. Et justement, ce monde économique, nous allons approfondir avec des petits cas qui sont très parlants pour vous, notamment sur celle suivante. Donc Namur et Paillard vont même un petit peu plus loin, et ils ont identifié un mécanisme assez précis, donc, qu'ils appellent la communication par les promesses. En gros, sous pression budgétaire, les chercheurs sont forcés de développer des stratégies promotionnelles auprès des financeurs publics, mais majoritairement d'acteurs privés. Et cette communication, elle s'appuie sur deux ressorts qui sont assez systématiques. Donc le premier, ça sera la présentation d'applications spectaculaires. Et le second, ce sera la présentation aux potentiels investisseurs des chiffres de marché vertigineux. Donc l'exemple le plus emblématique de cela, ce sont les nanotechnologies, où on faisait miroiter un marché à plus de 1000 milliards de dollars en 2007 pour l'année 2015, et au fur et à mesure, ça a été révisé à 100 milliards de dollars en 2010. Et donc les effets pervers sont plutôt faciles à comprendre. Les promesses non tenues décrédibiliseraient le discours scientifique. Le fait de communiquer uniquement sur les bénéfices sans évoquer les risques, ça pourrait nourrir des soupçons de censure. Et la présence évidente de certains concepts assez flous, le terme nano en est un exemple, qui relève en réalité davantage d'une logique de marketing que d'une logique scientifique. Donc, malgré tout cela, on pourrait se demander où en est-on aujourd'hui. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la confiance envers la science, notamment la science environnementale, ne s'est pas effondrée mondialement. Les données du World Economic Forum de 2021 sont assez frappantes. En effet, on a à peu près 68% du public mondial qui déclare faire confiance beaucoup, voire énormément, aux scientifiques sur l'environnement, contre 57% en 2019. Donc on remarque quand même une augmentation certaine.
Et si en plus à cela on ajoute la confiance modérée de la part du grand public, on atteint quand même 93% de confiance au niveau global, ce qui est une large majorité. Donc l'idée d'une crise généralisée de la confiance n'est pas vraiment étayée empiriquement. Mais, et c'est quand même le mais très important, c'est que la défiance d'une minorité, et notamment cette minorité lorsqu'elle se retrouve dans des sphères de pouvoir, de décision, elle peut suffire à bloquer toutes les actions politiques qui peuvent être envisagées pour résoudre, là en l'occurrence, la crise environnementale. Typiquement, un exemple assez frappant, c'est la première puissance mondiale, donc l'Amérique du Nord, qui fait justement partie des plus sceptiques, comme vous le voyez, avec 58% de la population. Et l'administration Trump actuelle, je pense, en est un très bon exemple. Donc on pourrait se demander un petit peu plus précisément qui sont ces sceptiques et surtout pourquoi le sont-ils. Donc une étude assez récente de Rumsey, qui a été publiée vraiment très récemment, en l'occurrence en 2025, sur 26 pays et avec un peu plus de 10 000 personnes, un échantillon de 10 000 personnes, donne une réponse qui est quand même assez nette. Donc le profil dominant, c'est les conservateurs anglo-saxons, notamment aux États-Unis, et c'est un peu moins marqué ailleurs. Donc, on pourrait aussi penser que la religiosité influe beaucoup sur la moyenne du crédit accordé aux scientifiques par le grand public. Et en fait, l'effet est assez faible, sauf chez les chrétiens évangéliques américains. Et enfin... et oui, et les raisons que les sceptiques eux-mêmes invoquent, elles sont assez constantes. Donc généralement, c'est un alarmisme perçu de la part des scientifiques, des biais qu'ils attribuent au financement de la recherche, notamment avec des conflits d'intérêts, une incohérence entre le discours des scientifiques et leur comportement dans la sphère privée, une forme de dissonance cognitive peut-être, et un manque de transparence sur les données communiquées. Donc pour donner un ordre de grandeur, globalement, 7% de la population mondiale a peu, voire pas du tout confiance, mais en Amérique du Nord, ce chiffre double, enfin même plus que double, puisqu'il monte à 16%. Je vais enchaîner rapidement sur le clivage. Donc, on peut maintenant s'intéresser au clivage politique, clivage gauche-droite, qui nous intéresse, je pense, tous ici. Ici, dans cette étude qui a été publiée, donc toujours la même étude par Rumsey, en 2025, vous pouvez voir ici ce graphique, donc dans les pays anglophones. Vous avez, alors, retenez juste, pour qu'on fasse très clair sur ce graphique qui peut paraître un peu compliqué au début, retenez juste l'échelle numéro 1, donc en verte, et l'échelle sur le petit point numéro 7, donc en marron. Le petit point numéro 1 donc, montre une très grande méfiance envers tout ce qui est climatique, et donc les scientifiques du climat. Et vous pouvez voir ici que dans les pays anglophones, donc c'est très marqué le fait qu'il y a une grande méfiance à droite du spectre politique, puisque ici sur cette échelle vous avez en positif donc les partis qui sont plutôt de droite jusqu'à l'extrême droite, et ici de gauche jusqu'à l'extrême gauche. Voilà, donc vous avez aussi ici en marron, qui est donc à l'inverse, des personnes qui font entièrement confiance envers la science du climat. Et ici, vous montez donc avec donc une probabilité de choisir, enfin une probabilité de confiance qui est très élevée. Et c'est une courbe une tendance qui se retrouve un peu dans les pays non anglophones. Vous avez notamment donc cette courbe vers la gauche de l'échiquier politique qui est assez signifiante. Et en fait, à droite, vous avez un mouvement qui est un peu moins fort. Et ici, vous pouvez à nouveau vous doutez que c'est souvent affilié donc, à certains mouvements qui sont arrivés au pouvoir et qui ont provoqué, notamment par des biais de lobbyistes, des clivages aussi comment dirais-je, plus importants en tout cas que dans les pays non anglophones, dans les pays donc, tels que les États-Unis ou l'Angleterre. Ensuite, donc, je vais aller rapidement sur les 4 piliers de la trustworthiness. Donc c'est comment dirais-je, maintenant, si on se demande sur le fond la confiance envers un scientifique, la littérature en fait elle se tourne autour de 4 dimensions, comment elle est caractérisée. Il y a donc
c'est la compétence, donc l'expertise est démontrée par rapport à comment on qualifie un scientifique, son ouverture, sa transparence sur les financements, les données, les incertitudes, son intégrité, donc la cohérence entre les paroles et les actes, son empreinte carbone qui est très importante puisqu'un public va accepter qu'on lui donne des choses ou des recommandations à partir du moment où la personne en face donne l'exemple, montre l'exemple, c'est qui est parfois essentiel puisqu'on remet en cause beaucoup de scientifiques à cause de ça. La bienveillance également, c'est-à-dire de ne pas mépriser, mais aussi d'agir dans l'intérêt qui soit économique et aussi parce que les gens, quand ils vont se sentir visés, les gens en général vont donc se sentir d'abord visés par rapport à leur propre cause avant la cause de la communauté, puisque quelque chose comme le climat est une notion très très floue pour la plupart des personnes. En outre, on pourrait se poser une autre question. Un scientifique qui s'engage politiquement perd-il en crédibilité ? L'idée qu'on pourrait avoir, ça serait plutôt oui, mais les données, notamment de l'étude de Colonia, donc très récente, qui est sortie en 2024, racontent quand même une autre histoire. Donc en général, l'engagement respectueux pour l'action climatique, il n'affecte pas vraiment la crédibilité que le grand public accorde aux scientifiques du climat, et il peut même la renforcer. Mais l'effet varie quand même beaucoup selon la politique que défend le scientifique en question. Donc s'il s'agit d'une politique qui plaide pour des mesures consensuelles, ça va plutôt renforcer la crédibilité accordée par le grand public. En revanche, s'il s'agit de mesures controversées, notamment par exemple le nucléaire, là ça peut vraiment avoir un impact pour diminuer le crédit accordé par le grand public. Donc la clé qui ressort de toutes ces études, c'est qu'il faut maintenir une distinction claire entre les affirmations strictement scientifiques et les affirmations politiques, voire opinions personnelles. Donc pour clore cette introduction, peut-être sur une question un petit peu plus théorique, on peut s'appuyer sur une typologie qui a été proposée par Roger Pielke en 2007. Ça commence à dater un petit peu dans son livre qui s'appelle The Honest Broker. Donc Pielke qui distingue 4 postures vraiment idéalisées que peut adopter un scientifique en démocratie. Donc la première, c'est le pure scientist, qui est un chercheur qui est entièrement déconnecté des décideurs, qui ne se pose pas tellement la question des aboutissements, des applications concrètes de son travail, et qui se contente de verser ses résultats dans ce que Pielke appelle une sorte de réservoir de savoir dans lequel chacun peut venir piocher. Le deuxième, c'est le science arbiter, qui reste à l'écart de la politique, mais qui peut accepter de temps en temps de répondre aux questions des décideurs, mais seulement aux questions positives, donc c'est-à-dire factuelles et pas normatives qu'on lui pose. Le troisième, c'est l'issue advocate, donc qui met sa science au service d'un objectif politique précis et de se faire restreint volontairement le champ des choix possibles pour mener une action politique derrière. Et enfin, le quatrième, c'est l'honest broker, qui donne son nom au livre, et qui intègre les connaissances aux intérêts des différents acteurs pour élargir et clarifier le champ des options. Mais du coup, il va proposer de nombreux scénarios, et ça va être aux décideurs de décider. Donc, aucune de ces postures n'est neutre, et justement, et aucune n'est non plus intrinsèquement meilleure que les autres. Donc, ça va être tout l'enjeu du débat de ce soir. Donc pour commencer, on va vous poser une question, monsieur Ramy. On se demandait si on prend au sérieux justement les 4 positions idéalisées du scientifique de Pielke, l'honest broker, il doit élargir le champ des options, y compris des options qu'il peut trouver mauvaises. Est-ce qu'un chercheur peut vraiment intellectuellement défendre des options qu'il jugerait inefficaces ou immorales, ou est-ce une posture intenable en pratique ? Wow. Alors je découvre cette typologie et en vérité je ne suis pas bien sûr de comprendre précisément ce qu'est censé faire le honest broker là-dedans. Science arbiter, je vois bien, ouais. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire ? Intégrer les connaissances aux intérêts des acteurs pour élargir et clarifier. C'est quelqu'un qui va donc directement se retrouver à considérer tous les acteurs qui soient politiques, économiques, autour, c'est-à-dire que quand il va prendre une décision, il va prendre dans son champ de vision toutes ces personnes qui peuvent avoir des intérêts à droite et à gauche. Disons, les prendre en compte, ça, ok, je vois, ça me paraît pas un problème, mais qu'est-ce qu'on en fait, en fait ? Est-ce qu'on est censé modifier le discours qu'on a sur des sujets factuels scientifiques ?
en fonction des opinions de ces parties prenantes ou pas? Enfin, ouais, pour moi, c'est pas hyper clair ce que cette catégorie est censée faire. Oui, je comprends tout à fait par rapport à ça. C'est justement par rapport à des personnes qui se retrouvent dans des positions assez ambiguës du fait de prendre plusieurs facteurs en considération. Je comprends tout à fait par rapport à ça. Et donc, si on revient sur le point de vue plutôt d'une association, Bilke, donc si intellectuellement il faudrait défendre des opinions, selon vous, il faudrait-il y avoir donc une position plutôt tranchée, une position finalement, puisque on parle souvent des scientifiques qui sont inaccessibles dans leur discussion et dans leur discours. Est-ce qu'il y a un moyen, donc, il y a un profil autre que ceux qui sont présentés ici, qu'il faut adopter pour que l'opinion publique finalement accepte qu'un scientifique parle, et cette fois parle en leur nom et en leur avenir? Disons, moi j'adhère à ce qui avait été dit précédemment sur le fait que un scientifique peut militer, bien sûr, comme tout citoyen, mais c'est pas exactement la même posture, et c'est bien de clarifier à quel titre on s'exprime finalement. Quand on est en train de militer en affichant qu'on appartient au CNRS, on est en train de confondre un petit peu les genres finalement et d'essayer de donner une crédibilité scientifique à un point de vue personnel. Et c'est là que ça devient un petit peu délicat à mon sens. Après, ça ne veut pas dire que... Donc, moi, je me positionnerais plutôt du côté du science arbiter, c'est-à-dire si je m'exprime en tant que chercheur et au nom des institutions qui me financent, j'aurais envie de m'exprimer uniquement sur les questions scientifiques et factuelles sur lesquelles la science a vraiment quelque chose à dire. Ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas interagir avec les valeurs, mais ça veut dire que donc on peut dialoguer avec des gens qui ont différentes valeurs, différentes visions normatives du monde, et leur dire, voilà, si c'est ça vos valeurs, si c'est ça le but que vous voulez atteindre, alors les connaissances scientifiques vous disent que le moyen le plus efficace pour y parvenir, c'est telle ou telle méthode, par exemple. Et à l'inverse, si vous avez d'autres valeurs, voilà d'autres moyens pour y parvenir. On peut mettre la science au service de l'action politique, au service de l'accomplissement de certains objectifs, mais sans pour autant nécessairement devoir prendre soi-même parti pour telle ou telle valeur ou objectif. Je peux ajouter quelque chose ? Ouais. Alors, moi, effectivement, peut-être en disant là où je me situe, je suis chercheur en sciences de l'information et de la communication, et mes domaines de recherche se situent autour du changement climatique, donc plutôt une approche en santé planétaire, puisque je m'intéresse à l'articulation entre santé et climat et la manière dont on peut engager les populations, en fait, dans la lutte contre le changement climatique. Et dans les recherches que l'on conduit, et notamment au sein d'instituts de santé globale, puisque c'est là où j'élabore mes recherches, on a aussi... En fait, le chercheur peut aussi avoir ce rôle de venir présenter ses travaux dans des sphères qui sont des sphères publiques. Je pense par exemple aux conférences pour le climat. Donc, on a, en tout cas dans notre laboratoire, pour habitude d'aller organiser des side events dans ces lieux qui sont des arènes publiques et aussi quelque part politiques, pour présenter les travaux et quelque part avoir un rôle qui pourrait permettre de faire bouger les lignes. Et ça me paraît être aussi une catégorie qui permet à la fois de développer ses recherches avec toute l'intégrité qu'on veut y mettre, et en même temps de pouvoir intervenir quand même dans la sphère publique, tout en
en pouvant réaliser ses recherches de manière complètement indépendante. Très bien. Donc justement, si un jeune chercheur vient vous voir et qu'il vous demande aujourd'hui de quelle manière est-ce que je peux m'engager, est-ce que ça vaut le coup de s'engager, et surtout où, et vous lui répondriez donc d'aller directement s'engager comme donc vous disiez, d'aller directement participer à des conférences, choses comme ça, et de promouvoir. Mais est-ce qu'il n'existe pas des moyens directement pour aller en contact, puisque c'est à la fois des langages qui sont très difficiles à soutenir pour une bonne partie de la population, donc il faut avoir une certaine vulgarisation. Et donc j'arrive finalement au fait que comment vulgariser, comment est-ce que vous entreprenez l'approche avec des personnes qui ne sont pas du tout, qui n'ont pas l'information que nous, en tout cas, scientifiques, nous avons en main. Est-ce que vous avez, par rapport à ça, une suggestion sur l'engagement pour les jeunes ? Pour les futurs jeunes chercheurs ? Je pense que la recherche est encore permet, est tout à fait un espace très enrichissant, et justement parce qu'on peut, par la recherche qu'on conduit, aujourd'hui aussi intervenir dans des sphères qui permettent de faire évoluer la société. Et ça me paraît effectivement très intéressant. Et je dirais que on peut exercer la science sans chercher à vulgariser, ou en tout cas à simplifier, en fait. C'est pas du tout l'idée. On peut tout à fait développer sa recherche et continuer à la présenter avec aussi toutes les nuances et toute la complexité, en fait, qu'elle requiert. Ok, donc une proposition en tout cas d'augmenter donc la culture scientifique en général. Et je voulais venir par rapport à Monsieur Ramieux, donc sur tout ce qui est question de l'esprit critique. Vous défendez donc depuis longtemps l'enseignement. Caron suggère tout de même que ça ne suffit pas, au contraire, ça pourrait renforcer une sorte de polarisation. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette prise de position de Caron dans son étude ? Je suis d'accord que l'accès à l'information ne suffit pas, ça c'est clair, et tout ce que vous avez exposé auparavant, le fait que les gens déterminent leurs croyances, leurs opinions en fonction de critères qui ne sont pas justes, l'information à laquelle ils ont accès, ça c'est totalement acquis, hein, bien sûr. Donc oui, la bonne information scientifique, fiable, la culture scientifique, tout ça, ça ne suffit pas, mais c'est quand même des conditions importantes, on ne va pas y renoncer quand même. Parce que ça serait quoi l'alternative? Qu'on fournit de la mauvaise information? Non. Donc oui, bien sûr, il faut continuer à éduquer, il faut améliorer la culture scientifique des citoyens, des dirigeants aussi. Voilà, tout ça, ça peut aller que dans le bon sens. Mais effectivement, il faut être conscient que ça suffit pas et que les gens vont aussi construire leurs opinions en fonction d'autres critères qui sont des critères d'appartenance à des groupes auxquels ils s'identifient et qui se fédèrent justement autour de croyances communes. Très bien. Et donc, si je reprends par rapport à vos recherches pour vous, Madame Despoux, vous avez analysé donc les couvertures médiatiques du climat. Qu'est-ce qui a vraiment changé? Je vous pose cette question maintenant par rapport plus large. Qu'est-ce qui a vraiment changé ces quelques dernières années par rapport notamment à l'influence qu'ont pu avoir les réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous avez observé? Est-ce qu'il y a du mieux en moins? On a beaucoup, quand ça nous vient en tête tout de suite, énormément de vulgarisateurs, je reviens à la vulgarisation bien sûr, mais de gens qui prennent de plus en plus de place. Notamment, on pense aux influenceurs sur les réseaux sociaux ou des journalistes sur les réseaux sociaux aussi, comme on vient tout de suite à l'idée Hugo Travers. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de tout ça par rapport à la couverture médiatique, puisque est-ce qu'il y a une augmentation de la scepticité par rapport à tout ça, ou est-ce que c'est justement au contraire, ça agit en positif et en bien? Alors, moi je me suis intéressée plus particulièrement à la couverture médiatique dans un quotidien, le journal Le Monde, et notamment à
l'évolution du lien qu'on établit entre santé et climat, justement, parce que on a beaucoup parlé du climat, évidemment, comme une question environnementale, mais le déplacement qui permet en fait de faire le lien entre le changement climatique et ses impacts sanitaires a été assez lent en fait à se mettre en place. Et justement, ce qu'on a pu observer, c'est que la COP 21 qui a eu lieu à Paris a été un marqueur très important. Il y a eu dans le traitement médiatique quelque chose qui s'est ouvert. Il y a eu l'ouverture d'une fenêtre médiatique parce que pendant cette COP-là, justement, on a clairement indiqué les liens entre changement climatique et santé. Et c'est quelque chose dont les journalistes se sont imprégnés progressivement, notamment aussi parce que en Grande-Bretagne, le Guardian a aussi clairement s'est positionné aussi pour un traitement, je dirais, journalistique qui favorise aussi le traitement des questions environnementales et progressivement ce lien entre santé et climat. Et on voit que ce lien se renforce de plus en plus. Et c'est assez intéressant parce que ça met en évidence le fait que le climat n'est pas juste une question environnementale, une question climatique, et je dirais qui, pour une partie de la population, peut rester très abstraite, mais qu'elle a aussi des enjeux sociaux très importants, notamment en impactant notre santé et notre environnement quotidien. Vous avez évoqué le traitement médiatique, notamment à partir de la COP 21. Si je reprends, il me semble, les propos de sortie de l'étude de Kahn, il avait tendance à dire que les discours alarmistes avaient tendance plutôt à refroidir le public, voire à décrédibiliser peut-être, enfin, à confirmer, on va dire, l'inertie, que ce soit dans les actions individuelles ou même politiques. Et on constate quand même que les récits catastrophistes et solutionnistes sont souvent opposés lorsqu'on vulgarise la crise écologique dans les médias. Selon vous, y aurait-il une troisième voie narrative qui pourrait un peu mieux marcher empiriquement ? Alors effectivement, ça fait partie aussi des éléments qu'on a pu analyser dans l'analyse de discours et des articles donc, de presse qu'on a pu regarder. On voit effectivement qu'au début, quand on parle santé-climat, effectivement, on a une tonalité qui est assez alarmiste. Et je pense qu'effectivement, il y a quelque chose d'assez effrayant. Hein. Les impacts sanitaires du changement climatique sont très graves et sont très marqués. Et c'est vrai aussi que quand il s'agit du climat, le scientifique est parfois perçu aussi comme celui qui apporte sans cesse les mauvaises nouvelles, qui prescrit des comportements, voire qui indique des choses qui pourraient nous laisser penser qu'on est jugé. Or, dès que la parole scientifique, et qui est relayée donc, par les journalistes, est reçue comme une parole morale, elle va perdre une partie de sa capacité à convaincre. Et on voit très bien que progressivement, dans les analyses aussi de perception, quand on parle de manière plus positive des enjeux, là, il y a un levier d'engagement qui s'ouvre et qui se met en place. Et ce qui est très intéressant avec l'argument de la santé,
c'est justement qu'on peut ici activer des éléments positifs. On parle notamment des co-bénéfices. Donc, ce qui est, pour résumer très simplement, ce qui est bon pour le climat est aussi bon pour la santé, et respectivement, ce qui est bon pour la santé est bon pour le climat. Je vais expliquer ça en donnant quelques exemples. Par exemple, la mobilité active. Le fait de marcher, de pédaler, va avoir un impact immédiat et scientifiquement prouvé sur la réduction d'un certain nombre de maladies, les maladies cardiovasculaires, les cancers, le diabète, etc. Mais ça va avoir aussi un impact positif sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc ici, on a quelque chose qui est tout à fait, je dirais, positif à un double niveau. Et ça, ce sont des arguments qu'on peut mettre en évidence et que les journalistes, aujourd'hui, mettent de plus en plus en évidence. Ce qui est intéressant avec l'argument de la santé, c'est que c'est quelque chose qui nous concerne en propre, qui nous concerne directement et qui a un impact, je dirais, sociétal global. Quand on parle des impacts positifs, par exemple, de la mobilité active, on sait que si... Enfin, il y a des études, notamment développées par Kevin Jean, qui montrent que 1h30 de vélo par semaine, ça permet de réduire de 10% la mortalité, toutes causes confondues. Et que si en France, on augmentait la marche et le vélo, on pourrait éviter 10 000 morts prématurées par an. Et aussi, ça représente des économies. Ça représenterait à peu près 34 milliards d'euros. Donc, parce que les maladies chroniques, c'est une charge lourde pour la société. Les traitements contre le diabète, etc., c'est aussi très coûteux. Donc, il y a toute une série d'éléments qu'on peut mobiliser et qui peuvent être intéressants aussi, qui peuvent être une autre manière, quelque part, de communiquer. Très bien. Je voulais revenir par rapport à vous, Monsieur Ramu. Par rapport à vous êtes penché énormément sur la question de l'enfance et notamment de l'apprentissage de l'enfance et toute cette interaction. Et donc, comme on se voit maintenant, il y a une énorme formation à faire des enfants par rapport à leur sensibilisation, par rapport à donc, leur esprit critique vis-à-vis des informations qu'ils reçoivent, et notamment, comme on mettait, avec des informations qui arrivent et donc qui sont capables de remettre les choses en question. Mais il s'avère que parfois, à cause des réseaux sociaux et des sortes on pourrait parler quasiment d'endoctrinement ou à cause peut-être des effets des écrans, je sais que vous êtes aussi penché sur la question, certains ne sont pas aussi sensibilisés par rapport à tout ça. Est-ce qu'il existerait un moyen de rattraper les personnes qui ne vont pas remettre en question, des personnes qui vont remettre justement en question peut-être la science et qui vont absolument pas, comment dirais-je, prendre les informations à gauche et à droite et donc en faire leur propre avis, mais justement au contraire vont agir du fait que j'ai raison parce que je l'ai vu sur une vidéo. Est-ce qu'il existe un moyen de rattraper toutes ces personnes qui donc ont un avis aussi tranché de nos jours? Bon, faire changer les gens d'avis, c'est difficile. Je ne suis pas sûr d'avoir une recette miracle. J'aurais envie de revenir un petit peu sur le sujet précédent, sur la question de... finalement, qui était celle des changements de comportement. On fait face à des risques importants, mais on se rend compte qu'une partie de la population n'a pas forcément envie de réagir dans la direction voulue. Et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Et effectivement, ce que vous souleviez, c'est que dans les discours publics sur le sujet, il y a des discours qui semblent ne pas bien marcher, en fait. Et là, pour le coup, mes collègues qui travaillent en analyse du comportement ont
mis à jour un certain nombre de leviers, certains qui marchent et certains qui marchent moins bien. Donc, ce qui a l'air de ne pas avoir de très bons effets, c'est effectivement une forme d'exagération des risques, ou en tout cas de mettre trop en relief les risques uniquement, parce que là ça induit un risque de paralysie finalement. Les gens se sentent impuissants face à l'ampleur de la catastrophe, et du coup ils se disent, bon voilà, si c'est foutu, qu'est-ce que je peux faire moi à ma petite échelle, c'est pas la peine que je fasse un effort, ça va n'avoir aucun impact. Et un autre type de discours qui marche pas très bien non plus, c'est la culpabilisation, qui est aussi courante et qui revient à dire aux gens, voilà, c'est en partie de votre faute parce que c'est vos actions, c'est votre surconsommation, etc. Et en quelque sorte, les catastrophes qui vous pendent au nez, vous allez payer pour vos péchés. Parfois, les discours vont un peu dans ce sens. Et donc ça conduit les gens finalement à se mettre en retrait et à refuser ce genre de discours qui a des implications inconfortables. Donc voilà, il y a tout un champ de recherche sur comment finalement communiquer au public et proposer des politiques publiques qui vont avoir un impact efficace sur les changements de comportement. Donc, par exemple, pas seulement mettre en relief les risques, mais ce qui peut être fait concrètement pour aller dans la bonne direction, et montrer ce qui a déjà été fait par le passé et qui a marché. On a déjà diminué l'impact carbone de la France, mais encore faut-il le savoir, encore faut-il savoir comment on l'a fait, et voir que voilà, il y a des choses qui ont été faites déjà, c'est possible, ça marche, et on peut continuer dans cette direction, même si évidemment c'est compliqué, etc. Un autre ingrédient qui marche bien, c'est la conformité sociale. Les gens n'ont pas envie de changer de comportement, surtout si c'est coûteux de changer de comportement, s'ils ont l'impression qu'ils vont changer tout seuls alors que les autres ils font pas l'effort. Et donc leur montrer que en fait, regardez vos voisins, ils sont 60% à faire tel type à recycler leurs emballages par exemple, etc. Montrer que il y a déjà plein de gens autour d'eux qui font des efforts. Cette simple information, c'est de nature à motiver plus les gens à faire eux-mêmes des efforts. Donc voilà, je pense que c'est important de prêter attention à comment on transmet ces discours, comment on transmet les préconisations et comment on va guider les politiques publiques. Il ne suffit pas juste de faire des lois ou de publier des prescriptions pour que les gens changent de comportement. J'ai quelques collègues qui ont écrit des livres assez intéressants sur le sujet. Il y a un livre de Coralie Chevalier et Mathieu Perrona qui s'appelle « Homo sapiens dans la cité », qui est sur l'efficacité des politiques publiques en général à chaque fois qu'on vise des changements de comportement, avec des exemples sur le climat. Il y a un livre tout récent publié par Mélusine Boonfaller de Sciences Po. Je ne sais plus quel est le titre de son livre, mais voilà, il a été publié dans les 2 mois précédents, donc on peut facilement le retrouver. Et puis plus spécifiquement sur l'environnement, il y a le livre de Hannah Ritchie qui s'appelait Not the End of the World, traduit en français par Première Génération, alors qui n'est pas tellement sur les changements de comportement, mais qui est plutôt sur l'état des lieux environnemental et les mesures pour améliorer les choses, qui est aussi très très ancré dans les données et qui fournit quelques perspectives positives aussi. Donc voilà, il y a des leviers, effectivement, la manière dont on communique les choses, c'est important. Et après, pour les gens qui ont des opinions très tranchées, pour revenir à votre dernière question, là, honnêtement, j'ai un peu moins de billes, parce que c'est vrai que moi, je communique pas sur le sujet du climat, qui n'est pas du tout ma sphère d'expertise, mais ce que je constate, c'est qu'en général, on arrive à avoir un impact sur les opinions des gens, mais en général, c'est chez les gens qui n'ont pas déjà des opinions très tranchées. Ceux qui sont déjà retranchés dans un camp avec des opinions très tranchées, en général, j'ai même pas d'espoir de les faire bouger. Peut-être il y a des moyens. En tout cas, ce qui est clair, c'est que la confrontation directe, dire aux gens qu'ils ont tort, qu'ils connaissent pas les données, ça marche pas très bien pour faire changer d'avis. Et donc, bon, là, à nouveau, je répète ce que disent certains collègues. Ce qui marche mieux,
c'est d'y aller plutôt par des méthodes de type entretien épistémique, de discuter avec les gens de pourquoi ils croient ce qu'ils croient, quelles sont les données qui les conduisent à croire ce qu'ils croient, et essayer de bien comprendre leur position, d'où ils viennent, qu'est-ce qui les a conduits à telle position, etc. Et puis, petit à petit, de mettre en doute certains des éléments qui les ont conduits à certaines opinions, etc., mais d'une manière très subtile. Le problème, c'est que voilà, il faudrait faire des entretiens un par un avec tous les gens dans cette situation. Donc, il n'y a pas de solution très facile et économique, on va dire. Mais vous semblez dire, donc je reviens à quelque chose que vous avez évoqué au début, que l'inertie individuelle de chacun, bon, là, ce serait plus dans le cadre des actions individuelles menées contre le réchauffement, la crise écologique en général, ça serait plutôt du fait d'une certaine impuissance ressentie. Et vous ne pensez pas que ça serait, pour certains, ça pourrait être du déni volontaire, parce que les conséquences de la crise écologique se mesurent moins bien à l'échelle individuelle que celle de la santé, par exemple. Oui, non, c'est sûr qu'il y a des gens qui nient le changement climatique ou qui n'en ont pas conscience. Et dans ce cas, évidemment, pour ceux qui sont dans cette position-là, bah oui, c'est un frein au changement puisqu'ils ne voient pas la nécessité même du changement. Et donc là, bah voilà, ceux-là, il va falloir arriver à leur fournir un petit peu plus d'informations factuelles sur ces sujets-là, mais il y a un risque qu'elles soient complètement rejetées parce que la raison pour laquelle ils sont dans ces opinions, c'est pas parce qu'il manque d'informations factuelles, c'est parce que adhérer à ces opinions correspond à une affiliation à un groupe, en fait. Et donc ça, ils vont pas forcément vouloir y renoncer. Mais bon, cela dit, enfin, le problème, c'est pas que les gens qui croient pas au changement climatique, c'est aussi tous ceux qui y croient, mais qui savent pas quoi faire, ou pour qui c'est juste coûteux de changer ses habitudes. Il y a rien de pire que les habitudes. Les habitudes, on les a parce que ça nous économise des ressources cognitives, et donc on les acquiert vite, et une fois qu'on les a acquises, bah, c'est très dur d'en changer. Existe-t-il pas des moyens, en tout cas plutôt lents, pour changer ces habitudes cognitives, puisque on peut chercher toujours des outils pour sensibiliser en tout cas les personnes, et on se dit que tous les jours on utilise énormément tout ce qui est de technologie, donc que ce soit avec nos smartphones ou avec les télévisions. Est-ce qu'il n'existe pas un moyen donc de tous les jours, comme on est tous les jours abattu par la quantité d'informations qu'on a et qu'on reçoit, est-ce qu'il n'existerait pas un moyen donc, de glisser par hasard de temps en temps des petites informations qui permettraient de sensibiliser au fur et à mesure? Est-ce que c'est une méthode douce ou est-ce qu'on a vu que la méthode violente ne marche absolument pas? Ça braque les gens sur leur propre position et ils se protègent. Est-ce que vous pensez donc que cette méthode finalement un peu douce et qui est certaines fois, d'ailleurs on peut le voir parce qu'elle est très mal vue par rapport à de nombreux autres sujets, puisque c'est ce qui permet notamment de transformer l'opinion publique sur des sujets qui sont très sensibles parfois. Est-ce que c'est une méthode qui vous semble en tout cas justifiée, ou est-ce qu'elle peut se faire? Disons méthode douce, je ne sais pas. De toute façon, les informations sont pleines d'informations climatiques quasiment tous les jours. On va pas les masquer non plus. Donc je ne sais pas s'il faut diminuer ce type d'informations. Simplement, elles ne sont pas suffisantes. Il faut surtout fournir aux gens des leviers beaucoup plus concrets de choses qu'ils peuvent faire, qui ne sont pas si difficiles, et de moyens de les faire, et d'informations sur le fait que d'autres les font déjà, donc pour activer la conformité sociale. Et après, bon, ce que montre la psychologie, c'est que bon, le changement de comportement, c'est pas facile. L'information ne suffit pas. Il suffit pas que je sache ce qu'il faut faire pour que je me mette à le faire tout d'un coup. Il y a vraiment un frein à l'action. Et donc, en fait, les comportements... c'est un peu tautologique ce que je vais dire, mais c'est par le comportement lui-même qu'on change les habitudes. C'est-à-dire, si une fois on prend le vélo pour aller au travail, eh ben, ça va être plus facile de le faire une deuxième fois. Si une fois on trie un emballage, ben, ça va être plus facile la deuxième fois. Et donc, si on arrive à mettre les gens dans des situations où ils font l'expérience
des gestes qu'on veut promouvoir, ils en font l'expérience un certain nombre de fois, ben voilà, ils commencent à activer ce genre de comportement et ça va être plus facile finalement de continuer sur cette lancée que juste de leur dire ce qu'il faudrait faire. Donc ça veut dire qu'il faut peut-être réfléchir en termes de voilà, qu'est-ce qu'on peut lancer comme initiative qui mettent le pied à l'étrier de la plupart des gens. Oui. Ouais, je vous rejoins tout à fait. Et articuler aussi toujours un bénéfice. Parce que je pense que voilà, l'idée d'y trouver un bénéfice, un gain, c'est aussi quelque chose de très moteur et mobilisateur. Donc des courses groupées, alors, comment dirais-je, et mais c'est vrai que le bénéfice, c'est très important. Personne ne va agir contre ses propres intérêts. Hein. Donc il faut qu'on s'y retrouve à la fin. Et on sait bien qu'on va s'y retrouver à très très long terme si on arrive à atténuer le changement climatique. Mais évidemment, ça c'est à très long terme et c'est un peu plus difficile à prendre en compte dans nos calculs bénéfices-coûts personnels. Vous avez parlé des bulles d'influence sociale, notamment. En psychologie, y aurait-il une technique peut-être pour réussir à, en tout cas, essayer d'accéder aux gens qui sont inclus dans des sphères d'influence très fortes? Ouais, c'est pas simple ça, parce que c'est un enfermement qui est volontaire, c'est-à-dire que tout le monde a accès à toutes les informations possibles dans toutes les directions. C'est pas qu'il y a des gens qui sont enfermés dans une sphère dont ils peuvent pas sortir. Ils y restent parce qu'ils souhaitent y rester. Donc ouais, c'est pas évident. En fait, ils ont à nouveau, c'est pas ma spécialité, mais j'ai des collègues qui réfléchissent à ça et qui disent que les bulles s'entretiennent d'autant plus facilement qu'on est en ligne, effectivement, et qu'on choisit le lieu où on va discuter, le forum, etc. Et dans la vraie vie, ça peut être pareil si on ne rencontre qu'un groupe de personnes sélectionnées qui appartiennent au même parti ou au même groupe militant, etc., qui ont les mêmes opinions. Et donc, ce qui est important pour essayer de casser les polarisations extrêmes, c'est de pousser les gens qui sont de pôles opposés à se rencontrer, en fait, à parler entre eux, pas forcément des sujets qui fâchent, mais déjà à se rendre compte que en fait, les gens du camp opposé, ils sont pas forcément ni idiots, ni méchants, ni intrinsèquement mauvais. C'est des gens comme nous. Et que en fait, ils ont des intérêts proches de nous sur plein de sujets et préoccupations communes. Et des préoccupations communes. Et donc en fait, on peut discuter avec eux sur plein de sujets et même tomber d'accord. Et en discutant, on peut en venir à essayer de comprendre. Ok, ces gens-là, ils ont un point de vue situé sur le monde. Voilà, ils appartiennent à un milieu différent, etc., qui font qu'ils ont adhéré à certaines opinions. Mais on peut comprendre aussi leur point de vue en discutant avec eux, et en faisant ça, finalement, on peut réduire la distance et la polarisation. Après, faire changer les gens d'opinion, c'est un objectif qui est très lointain, mais déjà diminuer un peu la polarisation, ça pourrait aider. Très bien. Et justement, je voudrais revenir par rapport à ce qu'on a dit tout au début, la première étude qu'on a présentée, par rapport à la littératie qui augmente, ou la numératie, et le fait que finalement, contrairement à ce qu'on pense, ça nous retranche dans nos positions. Est-ce que vous avez observé quelque chose de semblable, en tout cas au sein de vos différentes communautés scientifiques, puisque c'est quelque chose qui paraît tout à fait étrange pour la plupart des personnes, puisqu'on se dit qu'on s'appuie pour se remettre en question sur plein de ressources différentes. Et comment est-ce que ça s'expliquerait par rapport à cela ? Honnêtement, j'aurais besoin de regarder d'un peu plus près l'article de Kahn que vous avez montré, parce qu'effectivement, le résultat paradoxal qui est que quand la numératie et la littératie scientifique augmentent, les positions se polarisent plus. Et comment étaient définis les deux groupes aussi, comme je ne connais pas cette étude, je vais avoir du mal à la commenter. C'est possible que c'est un résultat qui semble paradoxal, mais aussi parce qu'il a été obtenu dans des conditions assez particulières. Donc, je ne sais pas à quel point on peut le généraliser.
j'aurais quand même pas tendance à dire qu'il faut renoncer à augmenter la numératie et la littératie des gens. Oui, bien sûr, parce que ça peut être aussi une étude qui est entièrement réalisée aux États-Unis, donc avec des avis déjà qui sont déjà très tranchés, puisqu'on connaît la polarisation de la société là-bas. Et je voudrais justement revenir par rapport aux biais d'information et quand on parlait notamment de tout ce qui devrait être rationnel, mais on joue énormément sur l'émotionnel de nos jours. Comment est-ce que quelqu'un peut de nos jours, parce que l'émotionnel est vraiment parfois à court terme, on peut l'observer, donc qu'une nouvelle qui va provoquer énormément d'émotions parmi les personnes va être oubliée le lendemain ou quelques jours après. Comment concrétiser avec le dérèglement climatique des informations ou dérèglement climatique ou en général pour la science, comment montrer aux personnes que c'est quelque chose qui est dans le long terme, et d'ailleurs parce que c'est quelque chose qui est paradoxalement très flou pour eux de regarder très loin. Comment donc concrétiser tout cela sans s'appuyer sans rester sur l'émotionnel qui sera très éphémère. Par exemple, quand on va montrer différents ouragans ou tornades qui vont affecter directement des personnes qui sont à l'autre bout de la planète, et nous, dans notre fauteuil ou derrière la télé, on regarde ça et le lendemain, ça sera oublié. Comment appliquer l'information finalement dans le temps? Ouais, c'est pas tellement que c'est oublié, c'est que c'est pas proportionnel à l'ampleur de la catastrophe. Si vous voulez, on a de l'empathie pour les autres êtres humains. Donc, si je vois quelqu'un qui se fait mal devant moi, je vais un peu souffrir avec lui et je vais avoir envie de l'aider. Mais s'il y a 10 000 personnes qui sont mortes dans une catastrophe à l'autre bout du monde, je vais pas souffrir 10 000 fois plus que si c'en est une devant moi. Je vais souffrir sans doute peut-être moins. Donc, c'est vrai que ça reste des choses qui sont assez abstraites. Après, il ne faut pas forcément renoncer aux émotions, parce que les émotions, c'est ça qui nous permet d'accorder de la valeur à certaines choses plus qu'à d'autres, et qui peut aussi nous motiver à passer à l'action. Mais c'est compliqué l'utilisation des émotions, parce que voilà, c'est pas proportionnel, ça peut se retourner dans l'autre sens, etc. Donc c'est pour ça qu'on a aussi besoin de guider les gens par une analyse plus rationnelle des faits. Tout à fait. Et donc, quand on parle donc de littérature, par rapport à toute la littérature en général scientifique, on parle aussi de l'engagement des scientifiques dans les médias, avec des lettres ouvertes ou parfois aussi des participations dans les tribunes. Vous avez peut-être parfois participé à cela. Et est-ce que vous voyez donc ce phénomène jouer un rôle prépondérant, en tout cas dans l'opinion publique, et est-ce que cela a énormément d'effet du fait que les personnes se disent ce n'est pas un scientifique dans son laboratoire avec sa blouse qui parle, mais bien un être humain qui va avec d'autres parler dans une tribune en alignant les faits. Donc par cet engagement, est-ce qu'il va montrer une prise, donc une crédibilité qui va donc être plus conséquente, ou est-ce tout l'inverse, un emploi totalement contre-productif, puisqu'on se dit que cette personne se politise, et comme vous le savez que le lien avec le politique parfois peut provoquer une réticence quand on voit ce sont finalement les mêmes qui vont défendre leurs intérêts et non pas l'intérêt de tout le monde. Alors, je dirais pas que le scientifique qui écrit une tribune se politise. En fait, je pense que voilà, il fait entendre ses travaux de recherche, mais je pense qu'il faut distinguer. Il y a effectivement certains scientifiques qui se politisent, qui deviennent militants, et il y a c'est effectivement de plus en plus courant, mais je pense qu'il faut pouvoir distinguer les différents types de chercheurs et de scientifiques. Ouais, il y a toute une gradation. Hein. C'est un petit peu compliqué. En vérité, je ne sais pas quel est l'impact de ces tribunes signées ou écrites par des scientifiques sur le grand public. Est-ce que ça a tendance à plus convaincre le public qu'un article journalistique ou pas? J'en suis pas sûr. Enfin, j'en sais rien. C'est pas totalement clair pour moi. Et c'est vrai qu'il peut tout à fait y avoir de la part du public des soupçons du fait que des scientifiques qui tiennent telle ou telle position
le font plus par engagement politique que par on va dire rigueur scientifique. Mais après, il y a quand même toute une gamme de tribunes différentes qui peuvent être plus ou moins politiques. Et si d'un point de vue scientifique, je constate que tel type de psychothérapie est moins efficace que tel autre dans les essais cliniques, si je le communique comme ça, c'est purement factuel, voilà, basé sur les résultats des essais cliniques. Le jour où j'en ai marre que les patients en psychiatrie soient mal pris en charge et que j'écris une tribune pour dire il faut arrêter de prendre en charge tel type de psychothérapie pour favoriser tel autre, ou mieux former les psychologues, là je préconise une action politique dont on pourrait dire qu'elle découle directement de l'analyse factuelle. Mais bon, voilà, j'ai déjà franchi une frontière qui... Je ne sais pas quel impact ça a. J'aimerais juste revenir très brièvement sur la polarisation des différents profils. Une question assez simple. Est-ce que vous savez s'il existe un profil cognitif particulier, un peu type des personnes qui seraient susceptibles de changer d'avis face à de bons arguments et si oui, qu'est-ce qui les caractérise? C'est pas simple comme question. C'est clair que c'est décrit. Hein. On a des questionnaires d'attitude épistémique qui permettent de dire, voilà, il y a des gens qui sont plus prêts, qui se basent plus sur leurs données, d'autres sur des données factuelles, d'autres qui se basent plus sur des intuitions, des gens qui sont plus prêts à changer d'avis, des gens qui vont être ancrés dans leurs opinions. Mais c'est purement descriptif, finalement. Est-ce que ça reflète des types cognitifs différents? Alors oui, après, on peut dire qu'il y a certains traits de personnalité qui sont vaguement corrélés avec ça. C'est compliqué parce que c'est quand même multidimensionnel. Il y a beaucoup de travaux en psychologie politique qui disent, voilà, les gens de droite sont plutôt un peu comme ci, les gens de gauche sont plutôt un peu comme ça, mais ça reste c'est pas des différences très très grandes non plus. Enfin, faut pas en faire des caricatures très très stéréotypées. Hein. Donc, ouais, il y a des traits de personnalité. Par exemple, dans les 5 grands traits de personnalité, il y a un trait d'ouverture à la nouveauté. Qui est certainement corrélé au fait d'être plus prêt à changer d'avis que le contraire. Bon, voilà. Après, ces traits de personnalité, ils peuvent être aussi malléables hein, dans une certaine mesure. Donc, c'est pas forcément le destin gravé dans le marbre. Très bien. Et donc, avant de potentiellement passer aux questions publiques dans quelques minutes, j'aurais une question qui forcément une question qui est typiquement posée à énormément de scientifiques. Dont je pense à chaque fois qu'il y a une interview ou des discussions, par rapport à l'intelligence artificielle, forcément. Est-ce qu'elle bouleverse la production scientifique et la communication scientifique? Est-ce qu'elle a déjà un impact considérable justement dans la crédibilité, ou est-ce qu'elle pose une perte de crédibilité et son utilisation, en tout cas pour la sensibilisation du public et donc de communiquer la science? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va favoriser ou défavoriser l'information relayée? Est-ce que vous avez déjà pu voir ça? Moi, j'aurais envie de dire, c'est comme tous les outils. Hein. On peut s'en servir dans un sens comme dans l'autre, pour le meilleur et pour le pire. Et je pense qu'on le voit déjà avec l'IA. Hein. Enfin, je pense que moi, et comme plein d'autres collègues, on commence déjà à l'utiliser pour gagner en efficacité sur certains traitements de texte, par exemple, sur des traductions, sur du brainstorming. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire avec l'IA qui sont intéressantes et qui nous font gagner du temps, de l'efficacité et même améliorer la qualité de certaines choses qu'on fait. Et puis ça peut aussi produire des choses de très très faible qualité. On en a plein d'exemples. Ça peut produire de la désinformation à la chaîne. Enfin bon, voilà. Donc tout dépend de comment on l'utilise. Et donc voilà, ça fait partie de ces grands changements technologiques qui ouvrent de très très grands espaces de potentialité. Voilà, pour le pire comme pour le meilleur. Et justement, par rapport à tout ce qui est création de fake news et tout ça,
Est-ce qu'il y a d'un point de vue donc de l'acceptation de l'information, des billets donc, qui changent? Est-ce que des personnes vont, du fait qu'elles sont en plus enclins aux fake news, qu'elles vont plus remettre en question tout cela? Je tourne en fait par rapport au fait que, donc, en revenant notamment par rapport à l'IA générative, qui crée une grande partie des fake news, est-ce que c'est... Je vais refaire la question, encore plus simple. Du fait de l'arrivée des IA génératives et donc de l'augmentation des fake news, qui sont en grande partie liées à l'utilisation par des personnes qui veulent relier leurs propres informations, etc. Est-ce que vous voyez du fait de l'arrivée... Enfin, comment devrais-je dire ça? Oui, est-ce que de faire de la communication scientifique, est-ce qu'il y a une perte de crédibilité qui est considérable par rapport à l'arrivée de toutes ces fake news, notamment générées par l'IA générative? J'y arrive. Est-ce que vous la voyez au quotidien? Est-ce que celle-ci vous pose problème, ou est-ce que c'est quelque chose qui ne vous atteint absolument pas et qui atteint finalement que les personnes qui restent sur les réseaux sociaux et qui vont peut-être dans les médias, qui les relaient? Est-ce qu'il y a un moyen de lutter par rapport à tout cela? Disons, dans un sens, le problème n'est pas nouveau, parce que les fausses nouvelles, ça a toujours existé, hein, et rédigé par des humains. Ce que change l'IA, surtout à mon sens, c'est le fait que ça puisse être industrialisé maintenant. C'est-à-dire que les gens qui ont intérêt à propager des fake news peuvent en quelques clics le démultiplier, et donc on peut inonder le marché de l'information avec soit de la fausse nouvelle, soit avec du texte de faible qualité, mal vérifié, etc. Et du coup, ça crée une disproportion finalement dans ce à quoi le public peut avoir accès, sachant que les gens qui veulent faire un travail sérieux, ils vont pas justement avoir cette démarche d'inonder le marché de l'information. Ils vont produire leurs articles bien consciencieusement, et ça sera un article dans un océan d'autres trucs. Donc je pense que moi c'est plutôt ça qui m'inquiète finalement, c'est cette possibilité on facilite le travail des acteurs mal intentionnés finalement, beaucoup plus que celui des acteurs bien intentionnés, qui de toute façon vont devoir toujours prendre le temps de vérifier ce qu'a écrit un LLM. Oui, finalement la notion de Naomi Oreskes sur les marchands de doute qui arrivent donc en masse. Je vous remercie par rapport à ça. Ok, écoutez, on va passer finalement maintenant aux questions du public. Donc si jamais vous avez des questions typiquement à poser, n'hésitez pas. On va faire circuler un micro. Oui.